dimanche dernier, les Guatémaltèques étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président ou leur nouvelle présidente de la République. Et là, coup de théâtre. Les élections guatémaltèques prennent une tournure inattendue tandis qu'un centriste remporte un billet pour la finale. Bernardo Arévalo va affronter Sandra Torres pour la présidence, une politicienne expérimentée qui a fait face à des accusations de corruption. D'un côté, on a Arévalo, un véritable espoir pour l'avenir démocratique du pays, alors que Sandra Torres, malgré son positionnement à gauche de l'échiquier politique, reste une partisane de l'establishment. Arévalo a été un diplomate puis un député, mais il est surtout le fils de l'ex-président Arévalo premier du nom. Il est favorable au retour de la séparation des pouvoirs et de la lutte contre la corruption. Sandra Torres, elle, a été l'épouse de l'ex-président de la République Álvaro Colón, dont elle a divorcé pour pouvoir être candidate. C'est la 3e fois qu'elle se présente au présidentiel. Mais surtout, elle défend une vision traditionnelle de la société et comme elle connaît bien le système politique, il y a peu de chances qu'elle cherche à le réformer. Et c'est justement ce système qui fait l'objet de cette vidéo aujourd'hui, puisque le Guatemala fait partie des pays les plus corrompus au monde. Alors, l'histoire d'amour entre la classe politique guatémaltèque et la corruption a-t-elle un avenir ou vit-elle ses dernières heures? Le Guatemala détient le triste record de la plus longue guerre civile de toute l'Amérique latine. Elle a duré 36 ans. Avec 17 millions d'habitants, le Guaté est le pays le plus peuplé de l'Amérique centrale. Mais c'est aussi l'un des pays les plus dangereux et surtout l'un des plus corrompus du monde. Entouré par le Honduras, le Belize, le Mexique et El Salvador, le Guatemala bénéficie d'un splendide paysage naturel comme les imposants volcans Pacaya, le Fuego et l'Agua. Ces deux derniers surplombent la superbe ville coloniale d'Antigua, la jungle du Petén, le lac Atitlan, les ruines mayas de Tikal, les lagunes de Semuc Champey, les berges du Rio Dulce côté Caraïbes, la mer turquoise de Livingstone, tout autant de bonnes raisons d'aller visiter lors de vos prochaines vacances. Le Guatemala, c'est aussi la plus grande population indigène de toute l'Amérique centrale. Environ 40% des Chapines, les habitants du Guaté, sont indigènes, soit environ 7 millions de personnes. Ce qui place donc le Guaté à la 2e position des pays d'Amérique latine avec la plus grande population indigène, derrière le Mexique. Bref, vous avez capté, le Guaté est riche en nature et en culture. Malheureusement, c'est aussi l'un des pays les plus corrompus au monde. À la 150e position sur 180 dans le classement général, c'est le 5e pays le plus corrompu d'Amérique latine. Alors je sais que ça va pas faire hausser les sourcils de tout le monde. Un pays centra-américain avec des soucis de corruption, bon, à part le Costa Rica et encore, c'est pas vraiment une surprise. Mais ce qui fait la spécificité du Guatemala, c'est que le pays a déployé d'immenses efforts pour combattre la corruption. Et malgré ça, en 2022, le pays a enregistré son pire record dans le classement de la corruption. Et ce qu'il y a d'encore plus bizarre dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de personnification du pouvoir. Et donc de la corruption. Pas de Maduro vénézuélien ou d'Ortega nicaraguayen. C'est vraiment un raté institutionnel couplé à une classe politique véreuse et d'une impunité légendaire. Alors comment le Guaté s'est retrouvé dans ce bourbier? En quoi consistait cette lutte contre la corruption et pourquoi a-t-elle échoué? Et surtout, que nous disent les résultats des élections de dimanche dernier? Allez, chapitre histoire. Les retombées de la guerre. À l'image de l'ensemble de l'Amérique latine, l'histoire contemporaine du Guatemala est assez tumultueuse. Les ennuis ont réellement débuté le jour de l'indépendance centra-américaine de l'Espagne en 1821. 2 ans plus tard, en 1823, le Guatemala se sépare du Mexique pour former la République fédérale centra-américaine avec les pays voisins. Un ensemble qui se désintègre en 1839 avec l'autonomisation du Costa Rica, du Salvador, du Nicaragua, du Honduras et donc du Guatemala. Et donc tout au long de son histoire institutionnelle, le Guatemala fut gouverné par une série de dictatures comme celle de Rafael Carrera, de Manuel Estrada Cabrera, du général Jorge Ubico et du colonel Carlos Castillo Armas. Et quand c'était pas une dictature militaire, alors c'était les coups d'état comme celui qui a renversé la présidence de Jacobo Arbenz. Un putsch soutenu, ou plus exactement organisé par les frères Dulles. Allen Dulles était le directeur de la CIA et son frère, John Foster, était à la tête du département d'État US sous Eisenhower en 54. Oui, parce que rappelez-vous que selon l'expression consacrée, depuis bien avant la guerre froide, l'Amérique centrale était le précaré des États-Unis. Et le Guatemala était l'un des pays qui a payé le plus lourd tribut à la doctrine Monroe de 1823 et à la politique du Big Stick de Teddy Roosevelt par Franklin Delano dans les années 1900.
Bref, en 54, coup d'état militaire. Castillo Armas arrive au pouvoir et met fin aux politiques sociales initiées par Juan José Arévalo et prolongées par son successeur Jacobo Arbenz. Castillo Armas est assassiné en 57 par l'un de ses gardes du corps, mais la junte parvient malgré tout à se maintenir au pouvoir. L'armée annule la réforme agraire et interdit les syndicats paysans et ouvriers. 6 ans plus tard, en 1960, une guerre civile éclate. Elle oppose la junte militaire à un mouvement révolutionnaire de guérilla fondé par des jeunes officiers issus du rang. En s'alliant à d'autres groupes comme l'armée de guérilla des pauvres, le mouvement guérillero donnera ensuite naissance à un parti politique, l'Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque. Au cours des 36 années suivantes, le conflit fera près de 200 000 victimes. 83% d'entre elles étaient des peuples autochtones. On en parle peu, mais durant cette guerre, entre 81 et 83, le régime dirigé par le général Efraín Ríos Montt, parvenu au pouvoir par un coup d'état, perpètre un génocide contre les indigènes mayas. D'ailleurs, après les accords de paix signés en 1996, une commission de clarification historique est créée pour déterminer les responsabilités du génocide. Selon cette commission, 90% des massacres et des atteintes aux droits de l'homme avaient été commis par l'État. Tout le monde y est passé. Des opposants politiques, des journalistes, des activistes, des universitaires et même des prêtres et un évêque, Monseigneur Gérardi. Personne n'était à l'abri. Avec les accords de paix, la société guatémaltèque aurait aimé pouvoir panser ses plaies. Malheureusement, aucun répit n'est possible. Le cycle de la violence n'a jamais cessé, elle a juste changé de nature. Le taux d'homicide en 2006 était 2 fois plus élevé qu'en 96, alors que ça faisait 10 ans que le pays était supposément en paix. Alors comment est-ce que les Chapines se sont débrouillés pour que 2 fois plus de monde meure en temps de paix qu'en temps de guerre? Eh bah, faut poser la question aux CIACS, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, les corps illégaux et les appareils clandestins de sécurité. En gros, des escadrons de la mort. Sauf qu'à part les exactions habituelles comme les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires, ces groupuscules se sont aussi adonnés à des activités de contrebande et de narcotrafic. Et puis, ils ont pu mettre à profit leur connaissance du fonctionnement de la police et du système judiciaire pour faire fleurir leurs affaires. Bah oui, vu que parmi leurs membres, il y avait plein de hauts gradés de la police et de l'armée, forcément qu'ils ont mis à profit leur carnet d'adresses. Mais en 2007, c'est le tournant. Il y a un nouveau shérif en ville. Et ça aurait pu être le tournant décisif pour le Guatemala. De quoi est-ce qu'on vous parle? Chapitre suivant. Une commission d'honnêteté. Quand les morts et les kidnappés sont anonymes, ça ne choque personne en Amérique latine. Ce sont des choses du quotidien. Mais en 2007, un fait divers devient une affaire d'État. 3 députés salvadoriens assassinés au Guatemala. Accusés d'avoir tué les 3 députés salvadoriens, les policiers guatémaltèques sont assassinés. Un commando armé est entré dans la prison où leur future victime était détenue et leur a tiré dessus après leur avoir tranché la gorge. En l'espace d'une petite semaine, les 4 policiers guatémaltèques qui avaient assassiné les 3 députés salvadoriens en visite dans leur pays avaient été assassinés à leur tour alors qu'ils étaient en détention préventive. On se doute bien que pour accéder à ces enceintes normalement très sécurisées, le commando a dû compter sur un vrai soutien des autorités carcérales et donc de l'État. La goutte de trop. Le ras-le-bol a été tel que le pays s'est lancé dans une aventure unique en son genre. Un an auparavant, le pays avait lancé la commission d'enquête contre l'impunité au Guatemala, la CICIG. Mais elle n'a connu son véritable envol qu'à partir de l'épisode des 3 députés salvadoriens assassinés. La CICIG, elle, a été créée à la demande des autorités guatémaltèques avec le soutien des Nations Unies pour, comme son nom l'indique, combattre la corruption et saper le sentiment d'impunité des élites politico-économiques. Elle s'apparentait à un parquet judiciaire dont les magistrats étaient nommés par le secrétaire général de l'ONU en personne. Ils jouissaient d'une liberté d'enquête quasi absolue pour éviter toute ingérence des autorités chapinas. La CICIG était financièrement autonome, mais elle était quand même tenue de collaborer avec le procureur général de la République et son bureau spécialement dédié à la lutte contre l'impunité. Les enquêtes de la CICIG devait aboutir à un jugement par les autorités judiciaires guatémaltèques. Et c'est au parquet Chapin de décider s'il voulait ou non intenter une action en justice. C'est comme ça que la CICIG a pu faire approuver plusieurs lois pour la lutte contre le crime organisé, comme par exemple les écoutes téléphoniques des suspects. Bon, les premières années de la CICIG ont été plutôt laborieuses. Comme c'était une commission, les décisions collégiales étaient souvent lentes et entravées par des facteurs externes. Mais en 2014, l'ONU nomme un nouveau commissaire pour la CICIG, Iván Velázquez. Donc, pourquoi est-ce que son arrivée a tant bouleversé la CICIG? Eh bah, tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que l'ennemi du système, c'était le système lui-même. C'est
Si les escadrons de la mort, les SEALs, opéraient en toute impunité, c'était parce que toutes les institutions d'État étaient pourries de l'intérieur par la corruption. Et c'est à partir de ce moment précis que la fourmilière a pris feu. La CICIG a dévoilé l'un des plus gros scandales d'État du pays, si ce n'est le plus gros. L'affaire La Linea, un montage de fraude douanière qui a été rendu public en 2015, mais dont les répercussions ont duré jusqu'à l'année dernière. 8 décembre 2022, Guatemala, 16 ans de prison pour l'ancien président Pérez pour délit de corruption. L'ancien président du Guatemala, Otto Pérez Molina, a été condamné à 16 ans de prison à une amende de $1 million pour des délits de corruption. Pérez est en prison depuis 2015, accusé d'être à la tête d'un réseau de fraude douanière dans l'affaire dite La Linea. La CICIG est quand même parvenue à faire démissionner le président et sa vice-présidente Roxana Baldetti. D'ailleurs, elle aussi a été condamnée à une lourde peine, 15 ans de prison. Et pensez surtout à la symbolique. Les deux plus hautes figures de l'État sont tombées et ont directement été incarcérées. Les deux sont en détention préventive depuis 2015. En plus, les ennuis du général Otto Pérez Molina sont loin d'être finis parce qu'il est aussi accusé de crimes de guerre à cause du rôle qu'il a joué durant la guerre civile, c'est-à-dire le poste de directeur des renseignements militaires. De là à ce qu'il soit jugé pour ses crimes, c'est une autre histoire. Et Velázquez, le commissaire de la CICIG, ne s'est pas arrêté là. Très populaire et en pleine lancée, il a décidé de s'attaquer à Jimmy Morales, à l'époque le nouveau président de la République. Un comique de télévision un peu à la Cyril Hanouna qui avait fait de la lutte anticorruption son argument de campagne et qui a gagné. Sauf que pas de bol, il y avait tellement d'affaires enchevêtrées que la CICIG a dû procéder par étapes. La commission a d'abord découvert une affaire de corruption mineure dans laquelle le frère et le fils du président Jimmy Morales étaient impliqués. Puis Velázquez est tombé sur une affaire de financement illégal du parti du président, le Front de Convergence Nationale, dont il avait été secrétaire général de 2013 à 2015 avant d'être désigné candidat. Admirable travail de la CICIG, n'est-ce pas? Elle mérite amplement des lauriers pour célébrer son triomphe, pas moins. Sauf que le gouvernement n'a pas du tout apprécié de voir son linge sale étalé en plein jour. Et ce fut le début de la fin pour la CICIG. Alors que toute la communauté internationale saluait le travail de la commission, la présidence lui a retiré son soutien. Du jour au lendemain, le ministère de l'Intérieur, le bureau du procureur général et toutes les autres institutions de l'État ont interrompu leur collaboration avec la CICIG. Et Velázquez, qui s'était absenté pour un voyage officiel, s'est vu interdire d'accès au territoire à son retour. La CICIG a fini par être dissoute en 2019 quand Morales a refusé de revalider son mandat. 70% de soutien par l'opinion publique n'ont pas suffi à sauver la CICIG. Évidemment que la communauté internationale s'est indignée de cette décision. La décision unilatérale du président Jimmy Morales de mettre fin sous 24 heures à l'accord de création de la CICIG annoncé à New York par le ministre Rowell est un signe de plus de l'effondrement progressif des institutions et de l'état de droit. Rigoberta Menchú, lauréate guatémaltèque du prix Nobel de la paix 1992 en 2019. D'autres, au contraire, s'en sont réjouis, considérant que la CICIG avait outrepassé ses fonctions et qu'elle était devenue un instrument d'ingérence étrangère au détriment de la souveraineté guatémaltèque. La CICIG a pris le contrôle du système judiciaire et le peu de confiance qu'il y avait dans les juges a disparu à cause de la CICIG. José Luis González Dubón, membre de la Ligue Pro Patria en 2019. Bon, clairement, il devait pas être tout propre pour se réjouir de la dissolution de la CICIG. Bref, le truc, c'est qu'après 12 ans de bons et loyaux services, le Guatemala s'est retrouvé sans organes de surveillance et de lutte contre la corruption. C'était open bar. Aujourd'hui, on en est où? Chapitre suivant. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Les 4 dernières années ont vu la classe politique reprendre ses vieilles habitudes. Tous les efforts de la CICIG se sont évanouis en un clin d'œil. En 2019, souffrant d'une très forte impopularité, Jimmy Morales quitte la présidence. Alors, attendez une minute. Avec toutes les casseroles qu'il se traîne, Jimmy Morales, à votre avis, il est en tôle? Eh bah non, il a devancé le parquet en prêtant serment avant le terme de son mandat présidentiel au Parlement centra-américain. En tant qu'ex-président, il y a automatiquement droit. Et donc, il peut conserver son immunité. Ah, qu'il est bien pensé le système, hein. Jimmy cède donc le siège présidentiel à son successeur Alejandro Giammattei. Et là, tout se casse la gueule. Giammattei persécute la presse, les opposants politiques et surtout les juges et les procureurs qui, dans le cadre de la CICIG, avaient participé à la lutte anticorruption. Cette persécution, elle a un protagoniste, Rafael Curuchiche. C'est le chef du bureau du procureur spécial contre l'impunité. Il a été désigné par la procureure générale Consuelo Porras, qui a elle-même été nommée par Giammattei et que les États-Unis ont ajouté à la liste des fonctionnaires antidémocratiques et corrompus. Déjà, Curuchiche a commencé par saboter les enquêtes en cours contre Giammattei. Ensuite, il a fait emprisonner plusieurs enquêteurs de la CICIG et a même demandé l'arrestation de son ex-commissaire Iván Velázquez. Manque de peau pour les autorités guatémaltèques, Velázquez est aujourd'hui
parmi l'actuel ministre de la Défense colombien de Gustavo Petro. On va vous citer d'autres exemples. Thelma Aldana, l'ancienne procureure générale qui avait contribué à dévoiler le scandale La Linea qui avait abouti à la démission du président Otto Pérez Molina et de sa vice-présidente. Et aujourd'hui, elle est en exil. Les autorités guatémaltèques ont dressé un mandat d'arrêt à son encontre. Il y a aussi le cas de David Gaitán. Cet ancien haut responsable de la CICIG travaille à présent pour Transparency International. Lui aussi est en exil. Stuardo Campo, l'ancien procureur du bureau anticorruption, est aujourd'hui incarcéré et poursuivi au pénal. Il avait été l'un des artisans de l'enquête contre l'ex-président Jimmy Morales et il avait enquêté sur plusieurs ministres et magistrats impliqués dans des affaires de corruption. Et comme on vous le disait tout à l'heure, la presse aussi est dans le collimateur des autorités guatémaltèques. Guatemala, un patron de presse critique du président condamné à 10 jours des élections. Au Guatemala, El Periódico dit adieu à ses lecteurs. L'État nous a anéantis. Les attaques contre la liberté de la presse, c'est devenu un leitmotiv dans une Amérique centrale qui vire à l'autoritarisme. Bukele et ses accusations contre le journal salvadorien El Faro, le nicaraguayen Ortega qui s'attaque à la prensa et maintenant Yamatei qui s'en prend à El Periódico. Donc, entre 2018 et 2023, au moins 30 personnes, dont des juges, des procureurs et des journalistes, ont dû fuir le Guatemala. Ok, maintenant qu'on a parlé de tout ça, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète tant de la corruption dans le pays? Le lien entre le détournement de fonds publics, le favoritisme dans les appels d'offres publics, le soudoiement de fonctionnaires, de policiers et de juges et toutes les pratiques similaires ont une incidence directe sur l'écart des inégalités et le développement économique du pays. En 2020, 59% des 17 millions de Guatémaltèques vivaient sous le seuil de pauvreté. Fin 2023, on devrait plutôt se situer autour des 55%. Légère baisse. Le graphique est sans équivoque. Les indigènes et les paysans sont nettement plus affectés par la pauvreté que le reste de la population. D'après la Banque mondiale, au Guatemala, 47% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Or, on peut remonter aux causes du mal. Pour commencer, l'accès aux terres agricoles est très injuste. Dès le 19e siècle, avec l'essor du café, l'élite dirigeante fait adopter une législation sur la propriété foncière qui lui est très favorable. Ces lois se traduisent par une vague massive d'expropriation de terres appartenant aux peuples indigènes. Et pas que, Au Guaté, les paysans ne reçoivent pas de salaire. C'est une pratique qui remonte à l'époque coloniale. Du coup, plein de grands propriétaires terriens accordent aux paysans une toute petite parcelle agricole pour y cultiver juste assez de quoi survivre, mais pas de quoi s'extraire de sa condition sociale et de sa misère. En échange de leur petite parcelle, le paysan, son épouse et leurs enfants doivent aussi travailler pour le patron. Une pratique qui remonte au Moyen-Âge en Europe. On appelait ça le servage. Un autre obstacle au développement du pays. D'après certains analystes, c'est l'inefficacité du régime fiscal guatémaltèque. En 2021, le Guatemala était le 3e pays qui percevait le moins de recettes fiscales de tout le continent. Elle ne représentait que 14,2% de son PIB. En France, on se situe plutôt autour des 44%. Il n'y a que le Paraguay et le Panama qui font pire. Sauf que le Panama, c'est un paradis fiscal. Le Guaté, pas du tout. Le vrai problème du Guaté, c'est pas sa faible fiscalité, c'est qu'ils ont pas d'outils efficaces pour collecter l'impôt. Et ça s'explique par l'incompétence, mais aussi par le manque de volonté et par la corruption. Après, est-ce que ça changerait quelque chose si l'administration fiscale commençait à bosser? Probablement pas. Le risque de détournement de fonds est beaucoup trop élevé. Il y a beaucoup de chances que les recettes qui permettent de financer le système de soins, les routes et les écoles du pays finissent dans la poche de certains politiciens. Le Guaté a eu une opportunité en or pour redresser la barre et offrir aux Guatémaltèques une meilleure vie. Mais ce rêve, la classe politique l'a sabordé. Alors, que penser des élections présidentielles de dimanche dernier? C'est super serré. Le mirage du changement. La situation sécuritaire du pays est dramatique. On vous parlait tout à l'heure des inégalités entre les populations indigènes et paysannes et le reste du pays. Cet écart, il tue. On ne meurt pas uniquement de malnutrition et du faible accès aux soins, mais aussi de la violence. Depuis 2018, une trentaine de paysans ont été assassinés dans un contexte de plus en plus délicat d'insécurité alimentaire et de crise hydrique qui sont accentuées par le réchauffement climatique. Les maras, les gangs centra-américains tuent. L'État tue. La pauvreté tue. Les compagnies minières transnationales tuent. Et les élections servent de prétexte pour faire croire au peuple qu'il décide de qui est aux commandes. Sauf que personne n'est dupe. La corruption est le maître mot et quasiment toute la classe politique l'a compris. Presque tous les candidats de cette élection présidentielle adhèrent à ce statu quo. Toute tentative de lutter contre la corruption doit être neutralisée. C'est la raison pour laquelle Yamatei s'est attaqué aux procureurs, aux commissaires et aux journalistes qui avaient contribué à l'effort de la CICIG. Et les quelques candidats qui refusaient d'adhérer au statu quo et qui espéraient améliorer le sort de leurs compatriotes ont tout simplement été radiés des élections. Tous sauf lui.
Présidentielle au Guatemala, Sandra Torres et Bernardo Arévalo en tête du premier tour. Au Guatemala, c'est la surprise. Malgré l'éviction de plusieurs candidats de gauche et progressistes, 2 candidats sociodémocrates sont arrivés en tête. L'ancienne première dame, Sandra Torres, affrontera l'outsider Bernardo Arévalo au second tour. Ce député de centre-gauche a créé la surprise. Les sondages le donnaient 8e. Jusqu'ici. Bernardo Arévalo porte un projet politique qui laisse entrevoir une lueur d'espoir pour la société guatémaltèque. Sandra Torres, de gauche, perpétuera probablement les habitudes de ses prédécesseurs. C'est la candidate de l'establishment. On n'a plus qu'à espérer que le vote se déroule dans les meilleures conditions possibles, sans coupure d'électricité inexpliquée ou de présence de l'armée dans certains bureaux de vote, comme ça a été le cas durant le premier tour. Rendez-vous le 20 août pour connaître les résultats définitifs. Maintenant, à toi. À ton avis, quel avenir attend le Guatemala? La CICIG pourra-t-elle un jour reprendre du service? Voilà tout, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-la tourner, lâche un like et abonne-toi. Nous, on te dit à très vite pour plus d'actu internationales.